Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, je voudrais vous dire combien je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. J'avais accepté l'invitation de Claudine Hermann il y a plusieurs mois, mais malheureusement, des contraintes de dernière minute m'empêchent d'être là aujourd'hui à Paris. Et je voudrais remercier Claudine Hermann pour sa compréhension, sa gentillesse. Nous avons décidé toutes les deux de filmer ma présentation. Alors c'est certes pas idéal, mais au moins ça permet de ne pas modifier le programme de cette journée. Donc je vais vous parler dans cet exposé de l'observation de la planète Terre à partir des satellites. Depuis plusieurs décennies maintenant, eh bien, la Terre est observée, auscultée par toute une batterie de satellites. Et les satellites ont apporté des informations absolument incontournables sur les différents compartiments de la Terre. L'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales et même l'intérieur de la Terre. Alors, l'avantage des satellites est bien connu. Ils permettent d'avoir une vision globale, d'avoir des observations, des mesures sur des régions difficiles d'accès, et puis ils fournissent des informations précises, soit continues, soit souvent répétées dans le temps, ce qui est vraiment tout à fait important. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout, bien sûr. J'ai choisi quelques exemples. Brièvement, je vais vous parler de résultats sur le champ de gravité de la Terre et la forme de la Terre, et puis quelques exemples sur l'étude des océans et le niveau de la mer, et enfin montrer de nouvelles applications du spatial à l'étude des eaux continentales. Alors pour étudier la Terre à partir de l'espace, il y a différents types d'observations. Il y a les méthodes qu'on appelle de télédétection spatiale qui permettent de déduire les propriétés d'objets naturels à partir des rayonnements qu'ils émettent ou réfléchissent. Il y a d'autres méthodes qui sont basées par exemple sur l'embarquement de capteurs sur le satellite qui réalisent des mesures directes ou encore des méthodes qui sont basées sur les déformations d'orbite. Et c'est justement l'étude des déformations d'orbite qui a permis d'obtenir les premières informations sur le champ de gravité de la Terre. Alors comment ça marche ? Eh bien, le satellite sur son orbite, en fait, il est soumis à toute une série de forces et la plus grande d'entre elles étant le champ de gravité de la Terre. Ces forces, elles déforment l'orbite et en mesurant les déformations d'orbite par des techniques comme par exemple des mesures de télémétrie laser, c'est-à-dire des mesures de distance entre la surface de la Terre et le satellite, on peut mesurer ces déformations et de là en déduire les forces auxquelles est soumis le satellite. Donc, comme j'ai dit, la plus grande, c'est le champ de gravité et surtout le fait que le champ de gravité est non uniforme. Et on peut mesurer donc ce champ de gravité et le visualiser par une surface qu'on appelle le géoïde, qui est une équipotentielle du champ de gravité et qui représente la forme qu'aurait la Terre si elle était complètement recouverte d'océan. Donc, vous avez deux exemples à droite, deux hémisphères. Et on voit en rouge, par exemple, les régions de la Terre qui correspondent à des grandes bosses et en bleu, les régions qui correspondent à des grands creux. On a découvert ainsi que la Terre n'était pas ronde, qu'elle était formée de creux et de bosses à grande échelle qui sont complètement liés à la structure interne de la Terre, en particulier la répartition de la matière dans le manteau de la Terre et notamment les structures convectives du manteau terrestre qui sont responsables de la tectonique des plaques en surface. Alors, je voudrais maintenant aborder un deuxième exemple qui est l'étude des océans grâce à une technique qu'on appelle l'altimétrie spatiale. Alors, cette technique, elle a été développée dans le milieu des années 70, mais c'est seulement depuis le début des années 90 qu'elle fournit des résultats suffisamment précis pour vraiment étudier la dynamique des océans. Alors comment ça marche ? Bien, le satellite embarque un altimètre, un capteur qu'on appelle un altimètre, qui à intervalles réguliers émet un signal radioélectrique vers le nadir. Ce signal se réfléchit à la surface de la mer, revient au satellite et de là on en déduit l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer. Connaissant l'orbite du satellite, on en déduit la hauteur instantanée de la mer par rapport à une référence qui ne bouge pas. Par exemple, le centre de masse de la Terre ou un ellipsoïde de référence. Le satellite réalise des mesures tout au long de son orbite, disons tous les 5 km à la surface de la Terre, et couvre l'ensemble du domaine océanique en quelques jours, typiquement une dizaine de jours. Donc on peut étudier
les phénomènes qui évoluent au cours du temps, comme par exemple les courants océaniques, les marées, ou encore la hausse actuelle du niveau de la mer qui est liée au réchauffement climatique. Alors je vais vous en parler un petit peu maintenant. Eh bien, depuis la fin de la dernière déglaciation, il y a à peu près 3000 ans, le niveau de la mer est resté relativement stable. Et puis au début de l'ère industrielle, grâce à des instruments qu'on appelle des marégraphes, on a observé que ce niveau de la mer remontait. C'est ce que vous voyez sur la courbe en haut à droite qui vous montre le niveau moyen global de la mer au cours du XXe siècle. Vous voyez très bien que ça monte. Et en moyenne, sur le siècle, eh bien, on observe une hausse de à peu près 1,7 mm par an. Depuis 2 décennies maintenant, grâce à l'altimétrie spatiale de haute précision, en particulier les satellites franco-américains Topex-Poséidon, puis Jason 1 et Jason 2, on mesure avec très grande précision cette hausse du niveau de la mer. Et vous avez donc le résultat à droite qui vous montre depuis 1993 que la mer continue de monter en moyenne globale, mais surtout que cette hausse elle est 2 fois plus importante qu'au cours du siècle passé. Et donc on est peut-être là en présence d'une accélération. Un autre résultat extrêmement important qui a été obtenu par l'altimétrie spatiale, ça a été de montrer que cette hausse n'est pas uniforme. Il y a des régions où ça monte plus vite et puis des régions où ça ne monte pas, où ça descend un peu. La mer descend un peu. Cette carte, elle vous montre cette variabilité régionale des vitesses de variation du niveau de la mer sur la période altimétrique, donc depuis 1993. Et les régions en jaune, orange et rouge sont les régions où la hausse du niveau des mers est beaucoup plus rapide que la moyenne globale. Vous voyez en particulier le Pacifique Ouest ou bien le nord de l'Atlantique ou encore l'océan austral. À quoi est due la hausse du niveau des mers depuis quelques années? Eh bien, on sait qu'il y a 2 grands phénomènes qui causent cette hausse. Il y a d'une part l'océan qui se réchauffe, donc l'eau se dilate et ça fait monter le niveau de la mer. Et une autre cause, c'est les apports d'eau douce liés à la fonte des glaces continentales. Ces 2 phénomènes étant bien sûr liés au réchauffement climatique. Alors, pour ce qui concerne la dilatation thermique de l'océan et sa contribution au niveau de la mer, on ne peut pas là utiliser directement les satellites parce que les satellites nous renseignent sur la température de surface de la mer, mais ne sont pas capables de voir ce qui se passe en profondeur. Donc là, on utilise des mesures in situ, des réseaux de mesures in situ, soit des mesures de température réalisées par les bateaux, ou encore, depuis quelques années, des bouées qui vont mesurer à différents niveaux jusqu'à peu près 2000 mètres de profondeur la température de l'océan. Ces observations nous ont indiqué que depuis une 50aine d'années, l'océan s'est réchauffé de manière considérable et on sait aujourd'hui que 80% de la chaleur anthropique, c'est-à-dire celle liée aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines, eh bien, est stockée dans l'océan. Ces courbes que vous voyez, ces courbes comparatives qui vous montrent le contenu thermique de l'océan, comparaison du contenu thermique de l'atmosphère ou encore des terres émergées. Et un autre résultat, ça a été de montrer que l'expansion thermique des océans liée à ce réchauffement eh bien, explique à peu près 40% de la hausse actuelle du niveau de la mer. Alors 40%, ça veut dire qu'il faut encore expliquer 60%. Est-ce que la fonte des glaces explique le reste? Vous allez voir que oui. Alors, d'une part, il y a les glaciers de montagne qui, à l'échelle de la planète, reculent depuis plusieurs décennies. On a un exemple ici pour un glacier dans les Alpes. On voit le glacier en 1900 et le glacier aujourd'hui. Et les glaciologues mesurent la perte de masse de glace liée à la fonte de ces glaciers et ils trouvent qu'aujourd'hui, eh bien, chaque année, il y a à peu près 300 milliards de tonnes de glace qui est perdue à cause de cette fonte des glaciers. Et ça, on peut montrer que ça contribue à peu près 30% de la hausse actuelle du niveau de la mer. Alors on avait 40% pour l'océan, 30% pour les glaciers, ça fait 70%, il manque à expliquer 30%.